Bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Ligonière, je suis le directeur général du groupe Dalival. IFO est la structure de recherche et de développement de Dalival, spécialisée dans la création, l'expérimentation et le développement de nouvelles génétiques de fruits à pépins et à noyaux. Et ce soir, nous présenterons deux variétés de pommes, Canopy et Tonic, et un nouveau porte-greffe M200. Alors, ces trois innovations vont être commercialisées librement sur le marché, pas en club. Et je laisse la parole à Emmanuel. Bonsoir à tous, je suis Emmanuel Delaparent, responsable du développement variétal chez IFO. Avec mon équipe, nous sommes en charge du lancement commercial des innovations sorties du programme d'hybridation d'IFO, mais aussi de ses partenaires dans le monde. Ce webinaire fait suite au Field Day organisé chez IFO fin octobre. C'est l'un des 6 webinaires organisés par Dalival cette semaine pour présenter Tonic, Canopy et M200 en Europe. Notre webinaire ce soir comporte 3 parties. Chaque partie commence par une vidéo et elle est suivie par une séance de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en utilisant le chat ou l'onglet Conversation et la fenêtre qui s'ouvre sur la droite de votre écran. Sans attendre, commençons par Canopy, notre nouvelle pomme verte. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Guida et je travaille pour IFO et Dalival sur des projets de développement variétaux. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Bernard, je suis responsable de IFO et nous allons vous présenter la variété Canopy. Je vais d'abord vous présenter l'histoire de Canopy. Donc, la société IFO a été créée en 2004 et dès la création de la société, nous avons décidé de focaliser une partie de notre programme de création variétale sur l'obtention d'une variété verte alternative à Granny, notamment en ayant le gène RV6 de résistance à la tablure, mais également une variété qui reste verte autant que Granny en conservation et qui ne développe pas plus de face rosée. Canopy est donc né d'un croisement réalisé en 2004 pour lequel nous avons obtenu 166 pépins et donc 166 arbres hybrides plantés en verger et évalués pendant 4 à 5 ans. De ces 166 hybrides, nous avons retenu 5 hybrides plantés en niveau 1, 4 arbres pour chaque, et qui ont été à nouveau évalués pendant 4 à 5 ans. Au final, en niveau 2, donc le dernier niveau d'évaluation, nous avons retenu une seule variété, Canopy, qui a confirmé son intérêt comme alternative à Granny Smith pendant 4 à 5 ans. À ce même moment, nous avons également envoyé des arbres dans l'ensemble des stations européennes pour qu'elles puissent tester la variété. Et des retours que nous avons reçus, elles ont confirmé également le potentiel de Canopy comme alternative à Granny pour ses qualités, notamment de tolérance. Il aura donc fallu 20 ans pour créer Canopy du croisement à la décision du lancement commercial de la variété. Et l'ensemble des essais ont confirmé le potentiel de Canopy pour être une alternative à Granny. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la variété Canopy est très proche de Granny en termes d'apparence, avec un vert qui a une tonalité assez proche, et également une forme de fruit également assez proche de Granny. Selon nos observations en Europe, Canopy peut développer parfois plus ou moins de lenticelles russetées en fonction des conditions climatiques. Pour autant, elle correspond toujours à ce que recherchent les consommateurs. En termes de qualité gustative, Canopy est une variété acidulée à l'image de Granny Smith. Les observations réalisées par le CTFL de la Morinière et qui sont répertoriées sur ce premier graphe montrent que le niveau d'acidité de Canopy est similaire à celui de Granny. En termes d'indice de Brix, qui représente le niveau de sucre, Canopy est légèrement plus sucré que Granny Smith. La principale différence entre ces deux variétés est le niveau de fermeté, qui est plus élevé pour Canopy par rapport à Granny Smith. Sur le second graphe, ici à droite, sont représentés les résultats de séances de dégustation qui ont été organisées chez IFO sur un panel de consommateurs non expérimentés. Les tendances reflètent exactement les mesures de la Morinière avec toujours un niveau d'acidité assez élevé, mais une plus grande douceur et une plus grande fermeté qui sont ressenties pour les dégustateurs de Canopy. Enfin, la texture, la jutosité et l'intensité de l'arôme sont toutes plus élevées pour Canopy que pour Granny Smith. Nous pouvons donc conclure que les consommateurs de Granny apprécieront également la variété Canopy.
Je laisse maintenant la parole à Florian Guita qui va vous présenter les performances agronomiques de Canopy. Donc, merci Frédéric pour cette présentation. Vous avez maintenant compris que les fruits de Canopy et de Granny Smith étaient très proches. Maintenant, je vous propose de voir ce qu'apporte Canopy aux producteurs en regardant les performances agronomiques de la variété. On va commencer par le port de l'arbre. Donc, tout le monde connaît le port assez typique de Granny, donc on appelle type 4, un port retombant avec des fortes réitérations et des problèmes de dégarnissement. C'est ce qu'on peut voir sur le petit graphique, l'arbre de droite. Mais Canopy, c'est tout l'inverse en fait. C'est l'arbre de gauche avec donc un port assez ouvert, proche de Gala ou de Golden, donc on pourrait qualifier de type 3, et qui comporte de nombreuses brindilles couronnées. Donc grâce à ce port d'arbre, Canopy est forcément plus facile à conduire. Vous avez une taille qui est facilitée également, et c'est plus productif puisque vous avez plus de points de fructification sur l'arbre. Ensuite, le deuxième point fort de Canopy, c'est sa tolérance aux maladies et aux ravageurs. Sur le plan génétique, donc, on a une résistance à la tavelure avec le gène RVI6 et une tolérance aux pucerons cendrés avec le gène DPFL LG8. Alors, vous allez me demander comment est-ce que ça se traduit en verger. Alors, pour le savoir, on a interrogé les stations de recherche qui testent la variété en Europe. Vous avez une carte sur la diapositive avec les stations qui ont répondu à notre questionnaire. On les avait interrogés sur 4 maladies principales, maladies ravageurs, la tavelure, les pucerons cendrés, le chancre européen et l'oïdium. Et donc, on a classé leurs retours en 3 catégories. La première catégorie, c'est les stations qui trouvent que Canopy est plus sensible que Granny Smith sur une maladie ou un ravageur donné. La deuxième catégorie au milieu, c'est les stations qui estiment qu'il a le même niveau de sensibilité. Et la troisième catégorie, celle qui est le plus positive pour nous, c'est les stations qui trouvent que Canopy est moins sensible que Granny Smith aux maladies qui sont listées. Donc regardons les résultats. Si on commence par la tavelure, on a des retours plutôt logiques puisque finalement 88% des stations estiment que Canopy est moins sensible à la tavelure que Granny Smith et c'est forcément lié au gène de résistance RVI6. Ensuite, quand on regarde les autres maladies et ravageurs, donc les pucerons cendrés, le chancre européen et l'oïdium, on voit que au moins la moitié des stations estiment que Canopy et Granny Smith ont le même niveau de sensibilité. Et la nouvelle encore plus positive, c'est que le reste des stations estiment que Canopy est moins sensible que Granny Smith, excusez-moi, à ces maladies. Donc en conclusion, on peut dire que dans la majorité des cas, Canopy a un comportement similaire ou meilleur que Granny Smith face aux maladies et ravageurs sur lesquels on a interrogé les stations. En termes de potentiel de pollinisation, puisque Canopy est une variété verte, donc on peut l'imaginer comme pollinisateur, on a sur la compatibilité génétique le même S-allèle S23 qui rend Granny Smith compatible avec la majeure partie des variétés commerciales. Et donc, par déduction, Canopy ayant le même gène S23, elle est aussi compatible avec la majeure partie des variétés commerciales. En termes de période de floraison, on a interrogé le même réseau d'essais européens. Et donc, ce réseau nous montre qu'en moyenne, Granny Smith et Canopy fleurissent à la même date et sur la même période de floraison. Avec donc ces bons résultats, on a aussi voulu tester le potentiel de pollinisation sur site, donc chez IFO. Et donc on a mis en place des essais de pollinisation. Un essai de pollinisation, c'est très simple. Vous prenez des fleurs que vous pollinisez manuellement et vous comptez le nombre de fruits que vous obtenez à partir de ces fleurs. Dans notre essai, on a fait des répétitions avec 15 fleurs par répétition. Et donc là, sur ce graphique, vous avez le nombre de fruits que l'on a récoltés. Ce qu'on retient de ce graphique, c'est que le potentiel de pollinisation entre Canopy et Granny Smith est très similaire, même si on a des fois des petites différences, notamment sur Gala. Vu le nombre de fruits de différence, on passe de 2,2 à 4, on estime que cette différence est très faible. Donc, en conclusion, les producteurs qui utilisent Granny Smith en pollinisateur ne devraient pas avoir de mauvaises surprises en utilisant Canopy. Et c'est même recommandé dans les cas où vous avez par exemple des blocs de variétés RT. C'est là où Canopy exprimera son potentiel.
Pour terminer, on voulait vous parler de la date de récolte et de la conservation de Canopy. Donc, on a relevé que la récolte pouvait avoir lieu 7 à 10 jours après Granny Smith à un niveau de régression d'amidon égal. Et par rapport au potentiel de stockage, on a fait 2 années d'essais avec le CTIFL de la Morinière en France. Et ce qu'on a noté après ces 2 années, c'est qu'on n'avait pas de différence notoire entre Granny Smith et Canopy, notamment sur la sensibilité au SCALD. On a le même niveau de sensibilité pour Canopy et pour Granny Smith. Et enfin, le dernier point sur la conservation, c'est que même avec un stockage de plusieurs mois, les fruits de Canopy maintiennent cette belle coloration verte qu'on voit à la récolte. Je vais maintenant laisser la parole à Ségolène Dandin du CTIFL de la Morinière qui va nous présenter ses premiers résultats sur la variété Canopy. Bonjour à tous, je suis Ségolène Dandin et je travaille au CTIFL La Morinière. Je vais vous présenter une synthèse de 3 années d'observation sur la variété Canopy qui fait partie du programme d'évaluation d'une nouvelle variété CTIFL La Morinière. On peut voir sur le premier graphique, ce sont les données de récolte. Sur notre verger, nous avons la variété en PFI et en agriculture biologique. Donc, on se rend compte qu'au cumulé, on a un rendement qui est plus important avec Canopy qu'avec Challenger, que ce soit donc en agriculture biologique ou en PFI. Sur le second graphique, donc on voit les calibres de chaque année récoltée pour chaque variété. On se rend compte qu'on a des calibres qui sont plus petits pour la variété Canopy que pour la variété Challenger. On peut voir aussi sur le cumul, donc la barre qui est entourée en rouge, qu'on a à peu près 20% de fruits très gros sur Challenger, voire trop gros, alors qu'on a à peu près 20% de fruits trop petits sur Canopy. On se rend aussi compte qu'on a plus de fruits sur la variété Canopy que sur la variété Challenger, ce qui peut aussi expliquer le rendement qui est plus important. Lorsque l'on regarde la sensibilité aux bioagresseurs, on se rend compte que Canopy est moins sensible aux principaux bioagresseurs que Challenger, comme pu le montrer les résultats de l'étude européenne réalisée par IFO. On a observé sur le verger, sur notre verger, notamment en agriculture biologique, du russet pédonculaire et du russet oculaire sur la variété, ce qui peut être dû à nos programmes de traitement en agriculture biologique qui utilisent du cuivre. Ensuite, lorsque l'on regarde la maturité des fruits, on se rend compte que Canopy est plus tardif que Challenger. Donc, en effet, là, on va regarder sur nos 3 années de récolte. Donc, le premier graphe à gauche. Donc, pour le lire, une couleur, c'est une année et un verger. En fait, on se rend compte que chaque année, on a 1 à 2 points de régression d'amidon de différence entre les 2 variétés. Et sur l'année 2023, on a voulu récolter les 2 variétés à la même régression d'amidon. Et en fait, on se rend compte qu'on a une quinzaine de jours de différence entre les deux variétés. Ensuite, lorsque l'on regarde le taux de sucre, on se rend compte que la variété Canopy a un taux de sucre qui est systématiquement plus important que la variété Challenger, que ce soit en agriculture biologique ou en PFI, et quel que soit le rendement en fait, qui est toujours plus élevé pour Canopy. Et enfin, lorsque l'on regarde les études qui ont été menées sur le SCALD, en 2021, on n'a pas vu de différence entre les 2 variétés, Challenger et Canopy. Et en 2022, on n'a pas observé de SCALD sur aucune des 2 variétés. Donc, on va réaliser encore des observations sur la récolte 2023. Ces 3 années d'études nous permettent de dire que la variété Canopy est une bonne alternative à la variété Challenger dans nos conditions et donc au vu des résultats d'essai que nous avons jusqu'ici.
Nous allons continuer les observations sur la variété sur notre centre à la Maurienne. Merci Ségolène pour ces premiers retours. Donc, si on résume tout ce qu'on vient de se dire, Canopy, c'est une pomme qui est à destination des consommateurs de Granny Smith. C'est une variété qui est facile à cultiver, avec une bonne tolérance aux maladies. Et enfin, c'est une bonne alternative comme pollinisateur. Avec toutes ces qualités, on est convaincu que Canopy est une variété qui peut défier Granny Smith, que ce soit comme pollinisateur ou en bloc commercial, en conventionnel ou en bio. On est persuadé qu'elle trouvera sa place dans votre verger. On espère que vous êtes maintenant convaincus et on reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat avec le bouton conversation. Donc, on n'a pas de questions pour le moment. Dans les éditions précédentes des webinaires, on nous a posé souvent la question, si je vois qu'il y a un allèle est S23, quel est le second? Le second allèle est S2 ou S3. C'est S2, donc qui est le second allèle. Donc, en effet, il y a une incompatibilité complète avec les variétés du groupe Klipspink. Mais en dehors de cette variété, donc Granny est génétiquement compatible avec Canopy, est génétiquement compatible avec l'ensemble des autres variétés, et notamment les variétés RT, comme on le précisait. On nous pose également souvent la question du russet lenticellaire notamment. Comme on l'a vu dans la présentation, la variété a été testée assez largement dans l'ensemble des stations européennes. En fonction des conditions pédoclimatiques, le russet se développe parfois et parfois pas du tout. Après, il y a aussi la question des conditions de culture. En conventionnel, on n'observe pas du tout de problème, mais parfois en bio, notamment avec l'utilisation du cuivre, on peut voir apparaître un peu de russet. Donc, il faut être parfois un peu vigilant sur ces questions-là. Au-delà de ça, en conservation, c'est une variété, comme c'était précisé, qui reste verte, qui n'a pas tendance à jaunir après plusieurs mois de conservation. Sur la compatibilité des porte-greffes, donc en effet, on l'a testé sur au moins 4 ou 5 porte-greffes différents, et on n'a pas observé de problème de compatibilité, quel que soit le porte-greffe. Et en termes de coup de soleil par rapport à Granny, donc c'est également une question qu'on a posée à l'ensemble des stations qui l'expérimentent. De ce qu'on peut ressortir, c'est que la tolérance, ou en tout cas la sensibilité au coup de soleil, et également d'ailleurs aux phases rosées, est équivalente, voire selon les conditions inférieures à celle de Granny Smith. Il a l'air d'y avoir d'autres questions. Écoutez, donc pour conclure sur Canopy, donc pour nous, c'est une variété avec un réel potentiel commercial, tout d'abord de par son gustatif, en phase avec les consommateurs de Granny, et aussi de par son comportement en verger au bénéfice des producteurs. Une question. Il y a une dernière question qui vient d'arriver sur la vigueur et la sensibilité à l'alternance. C'est une variété qui a une vigueur moyenne, donc de type Golden par exemple. Il n'y a pas de sensibilité à l'alternance particulièrement par rapport à ce qu'on a observé. C'est une variété qui produit bien et chaque année. Et on n'a pas non plus observé de développement d'aspects cireux en conservation. Et après, sur l'éclaircissage chimique, là, il nous faut plus de recul par rapport à cette question-là. Mais encore une fois, c'est pareil, on n'a pas vu de réaction négative par rapport à ça. Oui, nous vous proposons de passer au second sujet, donc avec la variété tonique, donc la nouvelle pomme bicolore d'IFO.
Bonjour, moi c'est Margot, chef de projet de développement chez IFO d'Alival. Et je suis Valérie, responsable de l'hybridation pour IFO. Nous sommes ravis de vous présenter Tonic, la variété avec un goût tonique toute l'année. En 2007, nous avons pour la première fois sélectionné Tonic dans le verger. Elle nous a attiré l'œil parce que c'est une jolie bicolore rouge rosé vif. Et après conservation, nous avons aussi pu remarquer que son potentiel nous semblait remarquable. La variété n'est pas seulement attrayante, elle a aussi un goût très agréable grâce à son côté tonique. Je vais vous présenter des chiffres de la station de recherche La Morinière en France. C'est des chiffres qui ont été accumulés pendant 5 années et je vais vous présenter les moyennes. Donc, la fermeté est de 9 kg par centimètre carré, un taux de sucre de 15 degrés Brix et un acide malique de 8,5 g par litre. L'acidité qui est très présente à la récolte va diminuer lentement pour s'équilibrer après conservation. En résumé, le fruit a une saveur équilibrée avec des niveaux élevés de sucre et d'acide et une texture ferme et juteuse. Les données de la Morinière ont été aussi confirmées par des tests à l'aveugle faits à la station de Rheinpfalz avec un panel non expérimenté. Ils ont comparé Tonic à la variété Envie. Nous pouvons voir sur le graphique que les qualités de chair semblent très similaires, Envie étant en jaune et Tonic en rouge. La seule différence qu'on peut voir entre les deux variétés est que Envie est une pomme sucrée et Tonic est acidulée. Toujours à la même station de recherche, ils ont comparé Tonic à Braeburn, mais après 5 mois de stockage. Nous pouvons voir que Tonic a conservé ses qualités gustatives, alors que Braeburn, qui est en vert, a des notes très basses par rapport à Tonic. La dernière comparaison est avec Story in Red. C'est une comparaison que nous avons fait chez IFO sur un panel non expérimenté. On peut voir que la courbe de Tonic est très proche de Story in Red, qui est réputée pour sa conservation. Les fermetés sont similaires, mais par contre, Tonic présente une meilleure jutosité et une meilleure texture. Ce qu'on peut retenir de ces 3 graphiques, c'est que dans l'ensemble, Tonic est très apprécié pour ses qualités gustatives par les différents panels. Nous avons parlé du fruit, de son apparence et de son goût. Margot va vous présenter maintenant les caractéristiques de l'arbre. L'arbre de Tonic a une bonne performance en verger. Le rendement est régulier et les fruits sont de bon calibre. La Morinière a observé la variété pendant 7 ans. C'est ce qu'on voit dans le graphe à gauche. Et les résultats de la Morinière nous apprennent que le calibre principal de Tonic est entre 75 et 85 mm. C'est le parti en gris et en jaune. Tonic, elle produit notamment sur grosses brindilles couronnées, qui fait que l'arbre est donc facile à tailler. Et grâce à son bon calibre et sa capacité de production près du tronc, la conduite en mur fruitier est aussi bien adaptée qu'en axe. Et pour ces mêmes raisons, l'arbre se prête bien à la taille mécanique. Sur la photo au milieu, on voit des arbres en 9e feuille en mur fruitier. Et la photo a été prise 3 semaines avant la récolte. Et sur la photo à côté, vous voyez des arbres de Tonic en 4e feuille, en axe. Et la photo a été prise au moment de la récolte chez IFO. Et chez IFO, on coupe toujours les têtes des arbres à 2 mètres, ce qui explique la hauteur de ces arbres en 4e feuille. En termes d'éclaircissage, Tonic appartiennent au groupe des variétés qui sont relativement faciles à éclaircir. Et concrètement, on recommande un programme d'éclaircissage chimique qui est proche de Golden, plutôt que de celui
celui de Gala. Nous avons reçu des retours de 10 stations de recherche en Europe qui ont évalué la sensibilité de la variété sur le terrain en comparaison avec Gala. Et les résultats sont très clairs pour la totalité des tolérances et maladies qui sont affichées sur le tableau. Les stations considèrent que Tonic est moins sensible que Gala, ou au moins au même niveau. Pour Tavelure, tout le monde est d'accord que Tonic est moins sensible que Gala. Pour le chancre européen, 80% des stations jugent qu'elle est moins sensible et 20% disent que c'est au même niveau. Et puis, oïdium et puceron cendré, 60% des stations considèrent qu'elle est moins sensible Tonic que Gala et le reste pense qu'elle a un même niveau de sensibilité. Tonic est une variété qui se récolte après Fuji à un niveau de régression d'amidon avancé. La variété a un très bon tenu de fruits sur l'arbre. La variété ne chute pas, les fruits ne chutent pas, et avec une évolution lente de la maturité sur l'arbre, fait que Tonic a une très longue fenêtre de récolte. Pour ces raisons, la variété se prête très bien à l'effeuillage mécanique. Également en conservation, la maturité évolue lentement. Et c'est pour ça qu'elle a un potentiel de stockage exceptionnel. De notre expérience, les fruits peuvent être conservés dans un frigo à froid normal. Elles peuvent être stockées au moins 8 mois sans Smart Fresh et toujours conserver ses qualités gustatives. Chez IFO, nous l'avons déjà poussé à 12 mois et on a découvert que même en froid normal, sans du Smart Fresh, les fruits restent toujours fermes. Et il y a un certain niveau d'acidité qui fait qu'on a toujours un côté fraîche après 12 mois. Et oui, bien sûr, le fond des fruits, il a viré vers le jaune. On a fait déguster ces fruits aux participants de la journée Rencontre Innovation qui a eu lieu chez IFO en octobre dernier. Et donc, les gens, ils ont dégusté des fruits après 12 mois de stockage et ils étaient impressionnés par la texture de ces fruits qui ont été cueillis un an plus tôt. La station de recherche KOB Bavendorf, en Allemagne, a réalisé un essai de conservation avec les fruits de Tonic en 2022. Les fruits de Tonic ont été stockés dans 12 modalités de stockage différentes sur des températures différentes à 1 et 3 degrés. Et en froid normal, ainsi que atmosphère contrôlée avec des différents taux de CO2. Et toutes les modalités étaient faites avec Smart Fresh et aussi sans Smart Fresh. Et Bavendorf va maintenant partager avec vous leurs résultats principaux. Hello there, my name is Felix Büchele. I'm a post-harvest researcher at the Lake Constance Research Center for Food Cultivation in Southern Germany. I would like to give a very quick summary or overview of our first results or first impressions with the storability of the apple variety Tonic. We've now conducted one storage experiment in the past season, have one currently going on. So these are some very preliminary results that needs to be confirmed, but of course there is some trends that you can already identify. For our experiment, we had fruit from a local grower. They were harvested in the middle of October and we stored them for 6.5 months until May, middle of May, under different storage conditions, which was then followed by a shelf life simulation where we kept the fruit for 7 days at 20 degrees Celsius to basically simulate in what condition the fruit would then arrive at the consumers. So a very quick summary of our results of the quality parameters that we investigated. In the three figures there, I show the firmness, the acidity values, and the ground peel color of the Tonic apples after storage. All of the values are shown of the treatments that were stored at 1 degree Celsius. On the left in each figure, you can see the values from cold storage, without and with MCP,
And on the right, I showed values of CA storage. So that was 1% oxygen and 2.5% CO2. Yeah, firmness. In terms of firmness, we could see a very high, very promising firmness conservation of the tonic apple variety. Of course, there was a little bit of a loss of firmness in just cold storage, but this is not really a common practice to keep fruit just under low temperature for this duration. But yeah, we saw a high effectiveness of 1-MCP in IA storage. So with additional 1-MCP, the values of the time of harvest, so this horizontal line that is shown in the figure, could be 100% maintained. The same thing for CA conditions, even without MCP application. So yeah, again, tonic very high firmness maintenance for the storage period, even for the time after the shelf life. Simulation still very high values. Increasing the temperature to 3 degrees Celsius did not show a negative effect on the firmness values in tonic, and there was not really a difference to be found between lower CO2 levels and higher CO2 levels. For 1-MCP, of course, in CA conditions, there was little extra benefit regarding the firmness values because the values of the time of harvest could be 100% maintained. For the acidity values, we saw yeah, a little loss of acidity there. That is, of course, to be expected due to the respiration of the fruit. We saw that 1-MCP application results in a little bit higher acidity values in cold storage, similar to CA conditions. Again, there is little difference there. So yeah, in general, and especially compared to other apple varieties, we see lower or slower acid loss or acid consumption in this tonic variety. So depending on the customers, on the consumers, this is something that perhaps should be considered. For the peel coloration, we saw that CA conditions maintain a greener peel color of the apples compared to cold storage. So in the figure, it shows lower values mean a greener peel color than, yeah, with the higher values. And yeah, again, generally CA conditions maintains a better or greener peel coloration, which is, yeah, just shows fresh or just shows a fresh appearance of the fruit. 1-MCP has less of an effect on the peel coloration in cold storage and also not in CA. And also what we saw, increasing the temperature to 3 degrees Celsius can in some instances accelerate the changes in peel coloration. So in that regard, lower temperatures are to be yeah, preferred just based on these results. And overall, what we can see is that under CA conditions with higher CO2 levels of 2.5%, the tonic apple variety shows a very high quality conservation, a very promising storage potential, possibly even for longer storage durations that, yeah, remains to be confirmed then, of course, in further studies. So, of course, a big component of our fruit analysis is also the visual evaluation of the fruit material, meaning we're looking for any possible susceptibilities of the tonic variety to the conditions we establish in a room, meaning is there a sensitivity to chilling injuries or to low oxygen stress of fermentation or to higher CO2 levels? And yeah, what we found so far, this is of course only the results of 1 year, but there were none of the CA treatments, any disorders symptoms to be found related to low oxygen stress. So we didn't find any internal browning symptoms or cavities, and also higher CO2 levels of up to 2.5% didn't induce any possible skin necrosis. For chilling injuries, same thing.
even at the lower temperatures of 1 degree Celsius, we didn't find any damages caused by low temperature. Higher temperatures, on the other hand, appeared to increase shrivel symptoms a little bit, but still in CA storage, the percentage was very low. So this is, must be confirmed in further studies, of course. 1-MCP appeared to reduce some disorder symptoms, also shriveling, for example, but again, we had so low percentages that this is something that needs to be seen in further studies. Overall, we can say that there were not any, or we couldn't identify in this experiment any susceptibilities to any of the storage conditions, so that suggests a high flexibility or high storability for the tonic variety. The only thing that we noticed in our food material specifically is high prominence of staph symptoms, but that was found across all treatments, and that just shows that was unrelated to the storage conditions, and of course is rather related to pre-harvest factors. And we know from the farmer, from the grower where we received our fruit material from, is that there was sort of a reduced fungicide application strategy. So it is unlikely, or it's not confirmed in any way that tonic has a susceptibility to this pathogen. And this is also, it is unlikely that this is related to the storage conditions itself. Just from, of course, based on the analysis of the quality parameters that I described earlier, and our disorder evaluation, we can see from our experiment a very high or very promising storage potential for even longer times. Of course, again, this is only 1 year and needs to be confirmed, but the first results are promising. Merci beaucoup, Félix Büchler, pour partager avec nous les résultats de cet essai. Pour conclure, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? C'est que Tonic est une pomme bicolore attrayante avec un bon calibre, qui a des taux élevés de sucre et d'acidité, avec un arbre productif et facile à conduire, et surtout un excellent potentiel de conservation. Ou une autre façon de le dire, une pomme au goût tonique toute l'année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur Tonic, c'est le moment. Sensibilité à l'alternance, si elle est conduite de façon standard, il n'y aura pas de gros soucis d'alternance sur Tonic. On a peu vu sur les arbres. Quelle coloration quelle coloration dans le sud-ouest ou l'est? C'est ce qu'on vous a dit un petit peu en début. C'est une variété qui aura ses limites de production. Il faudra éviter sur le bassin méditerranéen. C'est une variété, c'est une bicolore. Et donc, elle trouvera plus sa zone de production sur le nord de la France et les pays comme l'Allemagne et le centre de l'Europe. Voire dans les régions d'altitude. Donc, de toute façon, si vous avez des questions a posteriori, l'équipe de Dalival et d'IFO se tient à votre disposition. Donc, en synthèse... Il y a des questions. En limite nord, comment dire, la limite va être la date de récolte. En Allemagne, il la ramasse, enfin, sur les essais de KOB, c'était sur une cueille de Fuji, Fuji.
Donc, toutes les zones qui vont être vraiment très au nord, où il va y avoir des problèmes de date de cueil trop tardive, ça va être notre facteur limitant. Température et humidité pour le CFA de KOB, là, je ne sais pas vous répondre. C'est pas nous qui avons mené les études. Donc là, pour le coup, on peut revenir vers vous et trouver l'information, par contre. Ouais. Le nombre donc c'est le nombre d'heures de froid. Là, pour le coup, je ne sais pas vous répondre non plus. C'est un chill normal. Hein. Chilling, on l'a pas testé. Alors, pour la pomme à cuire, je vais vous parler de... elle se cuit bien. Non, il n'y a pas de souci, de gros soucis à la cuisson. C'est une pomme qui se tient plutôt bien. Oui, moi aussi, j'ai aussi fait mes petits essais personnels et ça passe bien. Ouais. Et c'est d'autant plus agréable qu'elle a un bon taux de sucre et une petite pointe d'acidité, ce qui fait que c'est pas quelque chose d'écœurant. Ça ne va pas être un fruit écœurant cuit. Ouais, non, elle passe bien, tout à fait. En conclusion, sur Tonic, donc c'est une variété qui est facile en verger, qui a un gustatif intense et donc, comme vous l'avez compris, une grande capacité de conservation. Et pour finir, parlons maintenant porte-greffe avec le M200. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Clément Compagnon, je travaille en tant que sélectionneur pommier chez IFO et une partie de mon travail consiste à évaluer les porte-greffes pour IFO d'Alival. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Michaud, je suis responsable des filiales du groupe d'Alival et du marché italien et d'Asie centrale au niveau commercial. Je vais vous présenter une présentation sur le M200. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la stratégie d'Alival sur les porte-greffes. Actuellement, Alival est investi et travaille avec 3 programmes majeurs dans le monde, qui sont celui de Geneva aux USA, d'Ismailing en Angleterre et de PFR en Nouvelle-Zélande. L'objectif de Alival n'est pas de lancer des porte-greffes pour lancer des porte-greffes, mais de trouver des solutions techniques à différentes problématiques, productivité, vigueur, fatigue de sol et résistance aux maladies, qui permettent de répondre aux attentes des arboriculteurs. Le but final étant de sélectionner les meilleurs porte-greffes sur chaque gamme de vigueur et ensuite de les développer. Quelques chiffres clés sur la sélection des porte-greffes. Au niveau de l'hybrideur, sélectionner un porte-greffe prend entre 15 et 20 ans. Ensuite, tester les sélections sous différentes conditions pédoclimatiques prend encore entre 15 et 30 ans. Soit au total 30, mais plutôt 40 voire 50 ans avant un potentiel développement commercial. Aujourd'hui, Alival a environ 25 à 30 ans d'expérience sur le M200 dans tous les types de climats. Nous allons commencer par vous montrer une présentation du M200 réalisée par Feli Fernandez, l'hybrideuse de la station de recherche d'Ismailing en Angleterre. So I'm Feli Fernandez. Welcome to Ismailing Research Station, part of the NIAB group. I am one of the senior breeders here at Ismailing, and I'm responsible for rootstock breeding. So M200 is derived from a cross carried at Ismailing in 1971. The 1990s, it had moved to international trials and it has been evaluated in France, Italy, as well as Germany. Now we have got quite a lot of data comparing M200 with M9. It has got better disease resistance, so it's not fully resistant, but it has some tolerance to phytophthora, so crown rot. European canker, it shows much better performance than M9. And also it has got some fire blight tolerance. Again, not a full resistance, but much improved from M9.
In terms of productivity, it's also more productive, and it has, with a comparable range of fruit size. It has got a very seamless graft union, so it produces a very stable tree in the orchard. Also, it does reasonably well on replant conditions, so it's an option for that kind of orchard as well. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide au niveau des tolérances du M200. Si on compare M200 par rapport à M9, on voit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment sur la tolérance au feu bactérien. On constate aussi que le M200 produit beaucoup moins de rejets et de broussins que M200, ce qui est très intéressant étant donné que le nombre de matières actives pour le désherbage diminue de plus en plus. C'est un porte-greffe qui est très bien adapté à la fatigue des sols et adapté aux situations de replantation. Et si on compare le niveau de tolérance entre G11 et M200, on voit que le niveau de tolérance entre ces deux porte-greffes est très proche. Par la suite, je vais vous présenter des résultats techniques dans 4 stations de recherche européennes. Donc, les premiers résultats concernent les essais porte-greffes plantés à IFO d'Alival avec Golden Rinders en 2012. Le second résultat vont être sur la station du Limbourg située dans le sud Tyrol en Italie avec la variété Gala-Buckeye en 2013. Les autres résultats vont être sur la station de CTFL de La Morinière avec la variété d'Alinette plantée en 2015. Et les derniers résultats présentés vont être sur la station de Heidegg en Autriche avec la variété Galaval plantée en 2017. Donc tout d'abord, on va commencer par la vigueur du M200. Donc sur ces graphiques, la vigueur est exprimée en millimètres. Ça correspond à la circonférence des troncs qui est mesurée 20 cm au-dessus du point de greffe. Cette mesure nous permet vraiment de classer les porte-greffes par ordre de vigueur en fonction de leur capacité à pousser plus ou moins rapidement. Donc sur ces essais, sur la gauche avec l'essai Golden Rinders planté à IFO, on voit que le M200 est bien plus vigoureux qu'un M9 Pajam 2 avec une vigueur supérieure de plus 30%. Sur le graphique de droite avec l'essai du Limbourg, on voit que le M200 est aussi beaucoup plus vigoureux qu'un M9 T337 avec une vigueur supérieure d'environ plus 40%. Maintenant, si on compare G11 avec ces deux porte-greffes, on voit que le G11 est un porte-greffe avec une vigueur moyenne comprise entre les deux. Ensuite, sur les essais d'Alinette à La Morinière et Galaval à Heidegg, on constate que M200 est également plus vigoureux qu'un type M9 avec une vigueur en général supérieure à plus 20%. Et dans certains cas, la vigueur entre G11 et M200 peut être assez proche, mais en général, on considère que M200 est quand même un peu plus vigoureux que le G11 avec un gain de vigueur de plus 5 à 10% par rapport au G11. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que globalement, on dit que le M200 a une vigueur qui est supérieure à un type M9 d'environ plus 20 à 25% par rapport à un M9. Ensuite, concernant la production du M200, donc ici, les résultats sont présentés en production cumulée, ce qui sont exprimés en kilogrammes par arbre. Donc, dans ces essais, ici, Golden Rinders planté à IFO et ici, Buckeye au Limbourg, on voit que le M200 a une production par arbre beaucoup plus élevée qu'un type M9, avec au minimum plus 50%. Et si on compare M200 au G11 dans la station du Limbourg, on voit que la production par rapport au G11 est environ plus 30%. Dans les deux essais suivants, donc l'essai d'Alinette à La Morinière et l'essai Galaval à Heidegg, on voit que dans tous les cas, M200 a une production cumulée supérieure au M9 et que dans certaines conditions, en fonction de la localisation et de la variété, les résultats par rapport au G11 peuvent être plus ou moins proches, mais en général, on a tendance à dire que le M200 est un peu plus productif que le G11 et que dans tous les cas, le M200 est bien plus productif que le M9.
Ensuite, on va passer au niveau de la qualité des fruits en regardant le calibre des fruits avec un calibre supérieur à 70 mm. Donc, on présente les résultats de 3 essais porte-greffes qui sont Golden à IFO, Buckeye au Limbourg et Dalignet à la Morinière. Donc, dans les résultats de ces 3 essais, on voit que la proportion de fruits avec un calibre supérieur à 70 mm est très proche, quel que soit le porte-greffe. Donc, les résultats sont quasiment similaires entre un M9, un G11 et un M200. Il y a juste quelques pourcentages d'écart dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que même si on augmente la production avec un M200, on ne perd pas du tout en gamme de calibre. Donc, ça, c'est très important à retenir. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter des résultats économiques sur des essais de IFO. Sur cette diapo, nous vous présentons un calcul technico-économique des résultats avec le M200 à la station IFO. Il y a dans cet essai 6 répétitions randomisées par porte-greffe, avec la même densité de plantation. Dans ces calculs, on prend en compte la rémunération bord-verger en fonction du calibre que vous avez ci-dessous. Ici, les porte-greffes sont comparés avec un chiffre d'affaires en pourcentage basé sur le M9 page M2 avec une référence 100% pour avoir une comparaison relative. En conclusion, avec M200, vous gagnez 3 années supplémentaires en termes de chiffre d'affaires après 10 années de production. On constate au final une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 57%. Ici, nous avons fait le même travail avec la variété Gala Brookfield. Donc, ce graphique représente le chiffre d'affaires cumulé en pourcentage après 7 ans de production, comparé sur la base du M9 page M2, qui, comme la précédente diapo, est la référence avec 100%. En conclusion, avec M200 ici, vous gagnez 2 à 3 années de chiffre d'affaires supplémentaires par rapport au M9 page M2. Cela représente une augmentation de 100% des revenus, ce qui est vraiment impressionnant. Pour résumer, le M200 est 30% plus productif en moyenne que le M9, produit la même gamme de taille de fruits, de calibre de fruits que le M9, et il est à 20 à 30% plus vigoureux qu'un M9 T337. Nous recommandons d'utiliser le M200 dans les conditions suivantes. Pour les variétés à vigueur faible ou moyenne, dans les zones touchées par le feu bactérien, pour des systèmes de culture biaxe ou multi-axe où la vigueur est nécessaire, en situation de sol en replantation avec une fatigue de sol, mais aussi pour l'agriculture biologique où l'apport d'azote est limité. Le M200 aussi produit moins de drageons, ce qui est un avantage lorsqu'on ne veut pas utiliser de désherbage chimique. Donc en conclusion, le M200 apporte de nombreux avantages aux arboriculteurs et améliore les performances du verger. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant qu'elles arrivent, Frédéric, peut-être peux-tu expliquer dans quel cas on recommande de planter sur G11 et dans quel cas on recommande de planter sur M200? C'est une bonne question parce que c'est 2 porte-greffes qui ne sont pas en concurrence du fait de la différence de vigueur. Les G11 étant quand même très proche du M9, on peut le planter comme le M9, sur les mêmes densités de plantation, sur les mêmes variétés, en terrain neuf. Le M200 serait plus susceptible à être utilisé pour des variétés faibles en vigueur ou des situations de replantation difficiles avec des 3e, 4e générations, ou comme il se développe beaucoup en ce moment, des situations aussi multi-axes où on a besoin de vigueur.
Le M200 se rapprocherait plus en termes de vigueur d'un G41, avec un peu moins de défauts en termes de compatibilité et aussi une très très bonne productivité. Donc, mais ça dépend beaucoup des conditions en fait. Des densités sur alors des variétés se comportent-elles mal sur ce porte-greffe? Eh bien non, contrairement à certains porte-greffes, entre autres le G41, on n'a pas de problème de compatibilité et on a très peu de bourrelets de greffe, très peu aussi de burn-out, enfin de racines aériennes. De Broussin, c'est tout à fait. Il est très lisse, c'est un porte-greffe très lisse, ça a une très bonne compatibilité. Et en termes de densité de plantation, bon, ça dépend énormément des variétés, mais ça va des densités de M9 à un peu plus large. Mais on n'est quand même que 20 à 30% plus vigoureux qu'un M9, donc c'est pas non plus très très loin. Voilà. Possibilité au campagnol, une question. Ah, bonne question. On est en train de tester un peu tout ça. On a mis en place des essais, entre autres en Allemagne. Mais j'ai une petite expérience dans le sud-est de la France, chez un producteur qui avait planté 50 arbres de Pink Lady sur du M200 il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et sur du terrain neuf, où en comparaison, il y avait du M9M là. Il a été très, très touché sur le M9M là et peu sur le M200. Mais bon, c'est des résultats qui méritent quand même d'être encore confirmés. Est-ce que c'est lié à la vigueur du porte-greffe? On ne sait pas vraiment, mais on a mis en place des essais en grandeur nature sur des blocs, oui, sur des blocs entiers avec différents porte-greffes, entre autres en Allemagne et en culture biologique. Donc on aura les informations, je pense, d'ici quelques années, mais assez rapidement. D'autres questions? Ouais, deux même. M200 se comporte. Ah oui, bien sûr, effectivement, comme sur le M9, on a besoin d'un tutorage. Ça, c'est nécessaire. C'est pas comme du 106 ou du 116. Et incidence sur la coloration du M200. Il a été noté à Limbourg qu'apparemment le M200 a amélioré un peu la coloration. Et on a quelques expériences aussi en Espagne où le M200 améliore aussi la coloration par rapport au M9. Donc, en tout cas, il est pas négatif sur la coloration. Il n'y a pas d'incidence négative sur la coloration, mais plutôt positive. Il y a une question aussi sur les rejets avec le M200. Ben, le rejet, moins que le M9. Hein. On l'a notifié. On a beaucoup moins de rejets que sur du M9. Donc, c'est très positif, ainsi que les broussins. Ok, bon, il est temps de conclure. Donc, comme vous l'aurez compris, de par ses performances en verger, ainsi que ses tolérances, le M200, c'est vraiment un porte-greffe qu'on recommande dans les situations où le M9 souffre. Pour terminer ce webinaire, les derniers mots de Thierry. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Ce webinaire sera suivi sur le terrain en France de field day, de journée, à partir de la prochaine collecte 2024. Vous êtes bien sûr également toujours bienvenus chez nous à Angers pour nous visiter et pour voir les arbres et pour en parler. Et n'hésitez pas à nous demander aux commerciaux qui sont dans votre zone ou à nous directement de vous organiser cette visite et surtout de poser toutes vos questions. On voudrait vous remercier encore de votre participation, mais aussi merci aux stations de nous avoir transmis toutes leurs informations, leurs résultats. Et un merci plus particulier à ceux qui ont participé à ces enregistrements, dont de Ségolène Dodin du CTIFL, Félix Buchelot du KOB en Allemagne, Félie Fernandez du NIAB à Ismaning en Angleterre, à toute notre équipe et en particulier à Fiona Davidson qui a participé à toute cette organisation et à tout le montage de toutes les vidéos et du PowerPoint. Voilà, je vous remercie à tous, bonne soirée,
À bientôt. Merci.